Coucou YouTube, on se retrouve pour un petit bilan lecture. Bon, comme je lis beaucoup moins en ce moment, ça faisait 3 semaines que j'en avais pas fait. Mais voilà, bon, ça va peut-être aller mieux après parce que je reprends un petit peu la lecture. J'ai repris ma liseuse. Voilà, alors je suis pas encore, j'ai toujours pas retrouvé un rythme comme avant, on va pas se mentir, hein, mais en ce moment, ça va un peu mieux, on va dire. Donc peut-être que février sera un meilleur mois de lecture que janvier. Vous avez dû voir dans le tag du mois hein, que janvier, ça n'a pas été un gros mois de lecture. Mais bon. Le fait est que j'ai 6 livres dont je vais vous parler. Plus un abandon que j'avais oublié en fait, qui date de l'an dernier. Non, du mois dernier pour le coup, que j'avais oublié de chroniquer la dernière fois. Mais bon, voilà, ce sera fait. Et un coup de cœur, le premier de l'année, j'y croyais plus. En vrai, ça fait longtemps que j'avais pas eu de coup de cœur parce que je crois que même en décembre, même en... Attendez, est-ce que j'ai eu un coup de cœur en décembre? Attendez, en fait, je vais regarder sur mon booknode le dernier coup de cœur que j'avais eu avant celui-ci. Parce que franchement... Qu'est-ce que j'avais? Ah oui, le dernier coup de cœur avant, c'était Notre part féroce. Et Notre part féroce, je l'avais lu quand? Je me souviens plus. Novembre, non? Ou décembre? Ou octobre? Putain, je me souviens plus. J'arrive plus à le retrouver. C'est ouf ça, pourquoi je le retrouve pas? Est-ce que je l'ai lu, Notre part féroce? Je suis Miro, quoi. Bah. Je l'ai pas noté. Je suis grave, putain. C'est incroyable cette histoire. Oui, d'accord, oui. Mais comment c'est possible? Pardon, désolé. En plus, du coup, ça me fait digresser là, mais c'est juste que j'aime pas rester sur un truc. Bah, il est où? Ah! Bah non, septembre, c'est pas possible. Ah, mais du coup, c'est pas dans l'ordre alors. Je les ai pas mis dans l'ordre. Ok, autant pour moi. Ben en fait, c'était Middlesex alors, le dernier, je pense, que j'ai lu, du coup, en novembre. Voilà, non, c'est que c'était pas dans l'ordre, ok, donc c'était pas un autre part féroce, c'était Middlesex, et même il y avait eu Model Home avant ça. Putain, j'ai eu un coup de cœur par mois, là, septembre, octobre, novembre, j'avais eu un coup de cœur chaque mois, en vrai. J'avais même eu Battle Royale, d'ailleurs. Ouais, cette fin d'année, mais depuis décembre, cette fin d'année, elle était bien, hein. Mais depuis décembre, j'avais plus rien eu, hein. Plus rien eu. Donc voilà, bref. Ouais, c'était ça, c'était septembre en fait. Autant pour moi. Je pense que c'est pas dans l'ordre sur Booknote, c'est pour ça. Pareil, c'est bizarre aussi que ce soit le dernier en date. Mais n'empêche que, ouais. Voilà. Bref, du coup, tout ça pour dire que c'est bien d'avoir enfin un petit coup de cœur. Et bah c'est tout, voilà, donc du coup on va pouvoir attaquer parce que j'ai rien d'autre à dire de plus là-dessus. Et du coup on va attaquer donc avec l'abandon. L'abandon c'était Chevreuil de Sébastien Gendron. Ce qui me fait penser que ça fait un moment qu'on n'a pas vu Odeya, mais après si elle est toujours à New York... Donc, dans cette histoire... Après, peut-être qu'elle était en Soum Soum. Dans cette histoire, en fait, on suit un Anglais. Donc, on est en France, hein. Et on suit un Anglais qui s'appelle Connor, qui est un écrivain, en fait.
Et il s'est installé dans un petit village français. Alors, je sais plus où c'est exactement, mais vraiment dans un coin très rural. Hein. Et en fait, alors le synopsis, mais moi je suis même pas encore arrivée là, mais le synopsis disait que en fait tout à coup, parce que ça fait quelques années qu'il est là, et tout à coup les gens vont tous se mettre à le détester. Et en fait le synopsis m'avait attiré parce que ça disait que la population locale est très réac, raciste et tout ça, et que comme ils avaient que lui comme étranger, ils s'en prenaient à lui parce qu'il était étranger. Du coup, je trouvais, voilà, c'est un peu des thématiques qui m'intéressent et tout ça. Et voilà, je me suis lancée là-dedans. Sauf que j'ai pas du tout aimé le style d'écriture. Aïe, aïe, aïe. C'était compliqué. C'est un style vraiment très burlesque, un peu fantasque, un peu... J'avais pas l'impression de lire un roman noir, en fait. C'était très bizarre, quoi. Ça faisait très Audiard, ça faisait très Tonton Flingueur, tout ça, mais... et j'avais vraiment beaucoup de mal, et puis en plus je sais pas, c'était trop bizarre parce qu'on suit Soconor, on comprend pas trop ce qu'il fait là, on comprend pas trop moi j'arrivais pas à comprendre le personnage. Ensuite il y a une meuf qui arrive tout à coup, c'est Marceline, qui sort de nulle part, qui je crois elle tombe en panne devant chez lui ou un truc comme ça, mais vraiment genre comme un cheveu sur la soupe, et puis elle arrive, ils discutent 2 minutes et après ils baisent. Let's go. Et puis après, pendant plusieurs pages, on suit leurs ébats. En fait, Bon. Là, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, bon... Est-ce que j'ai envie de dire ça? Moi, j'ai pas... En fait, je me suis dit, bon, est-ce que tu vas continuer à lire pour attendre que ça rentre dans le vif du sujet? Façon de parler, parce que c'était bien rentré dans le vif du sujet, mais pas le sujet que j'attendais, quoi. Mais voilà, est-ce que t'as la patience de continuer pour voir, ou est-ce que voilà, ou est-ce que t'abandonnes? Et en fait, je sais pas, j'ai pas eu la foi, parce que vraiment j'ai continué quelques pages, mais j'avais tellement du mal avec son style d'écriture. C'était trop bizarre, parce qu'en plus c'était même pas drôle, c'était pas, je sais pas, j'arrivais pas à comprendre ce parti pris en fait, de faire un truc comme ça un peu burlesque et en même temps sérieux, je sais pas, c'était trop bizarre. Bref, donc voilà, du coup j'ai abandonné, mais on m'avait dit que la plume de Sébastien Gendron était un peu particulière, et effectivement je confirme, il y a vraiment une écriture chelou. Donc voilà, écoutez, j'aurais tenté. Voilà. Bon, et du coup, passons à ce que j'ai vraiment lu, comme d'habitude, de la moins bonne lecture à la meilleure. Hein. Et donc, je commence avec ce qui a été une déception, on peut le dire. Hein. C'est L'Héritière. Donc, c'est le tome 4 de la sélection de Caracas. Alors moi j'avais bien aimé les 3 premiers tomes. Alors les 3 premiers tomes sont un premier arc narratif, et là le tome 4 démarre un deuxième arc narratif où on suit la fille, d'où le titre d'ailleurs, la fille de l'héroïne du premier, de la première saga, la première trilogie quoi. Alors là c'est une duologie hein, pour le coup. Voilà, donc il y a d'abord une trilogie, et ensuite une trilogie avec America, donc c'est l'héroïne, et ensuite les 2 autres tomes, voilà, c'est une duologie avec la fille qui s'appelle Edline, ou Idline, non, c'est Edline plutôt, moi j'ai écouté en audio, ça disait Edline. Bon, alors ouais, moi j'avais quand même bien aimé, alors je me rappelle que quand j'avais commencé à lire la sélection, j'étais persuadée que ça allait être ultra sexiste et tout, parce que bon, ça parle quand même d'un truc genre le Bachelor en fait, où en plus on est dans une dystopie, où on est encore dans une monarchie,
ou de nouveau dans une monarchie, je sais plus, je crois qu'on est dans le futur, donc a priori c'est ça, où donc le futur roi, quoi, doit absolument se marier, et pour ça, donc ils font, c'est un peu un genre de télé-réalité d'ailleurs, ils doivent faire une sélection, donc il y a plusieurs candidates comme ça qui viennent se présenter, et on les suit en fait, ouais, comme une télé-réalité, comme le Bachelor en fait, hein, globalement, voilà. Et ouais, moi j'avais un peu peur, j'avais un peu peur. Tu vas me dire, pourquoi tu lis ça alors? Mais bon, parce que je sais pas, j'étais curieuse en fait, parce que c'était un peu à la mode et tout. Mais je m'étais dit, ça va être totalement anti-féministe et tout ça. Et en fait, non, pas du tout. Au contraire, j'avais trouvé que c'était... Ah, attention, toute proportion gardée, faut pas non plus déconner, c'était pas non plus le truc ultra féministe, hein. Déconnons pas non plus, mais je veux dire, ça allait parce que l'héroïne était quand même un peu féministe, voilà, je me laisse pas marcher sur les pieds, c'est moi qui décide, même si voilà, elle fait partie des candidates. Enfin voilà, il y avait un truc quand même qui était pas trop mal, et puis l'histoire était quand même prenante, voilà, donc c'était plutôt bien, j'avais été agréablement surprise par cette trilogie, et là je m'étais dit, bah tiens, maintenant que le tome 4 est disponible en audio, je vais écouter ça. Et comme là c'est l'inverse, en plus là c'est l'inverse, c'est donc la fille du coup de l'héroïne qui va elle-même devenir reine, et donc il va y avoir une sélection, blablabla. Je m'étais dit, bah là c'est bien, c'est elle qui choisit, donc ça peut être encore plus féministe pour le coup. Que nenni, mais que nenni. Ouh là là, ouh là 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 là. Parce que en fait, bon, alors en plus, pourtant ça commence un peu dans une vibe un peu féministe, parce que donc c'est Adeline, voilà, c'est la future reine, mais en fait le peuple est en colère. Alors, rappelle que dans la première trilogie, il y avait un système de caste, et que à la fin, le roi a aboli le système de caste, et donc on démarre 20 ans plus tard, où donc il n'y a plus les castes depuis très longtemps, et donc le peuple devrait être heureux parce qu'il n'y a plus les castes, sauf que le peuple est pas heureux, parce que pour X raisons tout à fait légitimes, il n'y a pas que... on peut avoir des problèmes sans avoir des castes, la preuve avec nous. Et donc voilà, le peuple est pas content, et donc du coup la famille se dit, bon bah tiens, on va peut-être... Enfin le roi se dit... Et la reine se disent, on va faire une nouvelle sélection histoire de calmer le peuple, histoire de voilà, gros, du pain et des jeux, quoi, voilà. Et donc bon, Adeline, elle a pas du tout envie de se marier, en fait. Voilà, elle veut son indépendance, elle a rien à foutre des garçons, enfin voilà, c'est pas son truc. Et mais bon, elle se dit, bon allez, je vais faire plaisir. Faut que je fasse plaisir à papa, à maman, faut que je fasse plaisir au peuple, alors let's go, faisons ça. Et puis, mais elle donne une condition à son père, c'est que si elle choisit personne, choisit personne, quoi, c'est tout, voilà, qu'elle a le droit de choisir personne, quoi, globalement. Et le père, oui, il dit oui, mais bon, essaye quand même, quoi, s'il te plaît, parce que le but c'est de donner du grain à moudre aux gens, quoi, voilà. Et donc voilà comment on s'engage dans ce truc-là. Bon, alors, premier problème. L'héroïne est absolument insupportable. Mon Dieu! Autant j'aimais beaucoup America dans la première trilogie, autant Adeline est horrible. Parce que c'est... Alors, vous allez me dire, c'est réaliste, hein. Ouais, c'est une princesse dans tous les sens du terme. Elle est pourri gâtée. Elle exige absolument tout le temps tout. Il faut surtout pas la contredire, sinon elle pète un câble et tout. Et moi, au début, je me disais, bon... l'autrice a voulu faire un truc réaliste en montrant que effectivement voilà, c'est une princesse, elle est pour gâter, machin, c'est une diva, ok, sauf que en fait c'est jamais contredit dans le truc. On a l'impression que son comportement est tout à fait légitime, en fait. Pardon, mais au secours, quoi. Et alors, putain, niveau politique, mon Dieu, on est sur le niveau 0 de la politique, hein. Mais alors, vraiment. Bon, vous allez me dire, le fait qu'il y ait une monarchie, c'est déjà pas ouf.
Parce que bon, autant dans la première trilogie, tu te dis, bon, il y a une monarchie, ils sont problématiques, il y a des castes, l'héroïne, elle arrive un peu à la Katniss Everdeen, elle veut abolir le truc, ok, tu vois, c'est logique. Sauf que là, dans cette nouvelle duologie, on remet pas du tout en question la monarchie, hein. Ok, on a aboli les castes, et du coup, maintenant qu'on a aboli les castes, bon, c'est bon. Bah, ça va. Excusez-moi, attendez, vous aimez pas votre roi qui a aboli les castes, je vois pas pourquoi. Quel est le problème, voilà. Donc, en gros, on part de ce principe-là, bah. Et alors, donc, quand le peuple gronde, on comprend pas, et les personnages comprennent pas pourquoi le peuple gronde. Oh bah, on a aboli les castes, pourquoi ils sont pas contents, je comprends pas. Ben, peut-être que s'ils sont pas une thune, et que vous leur enfilez pas, je sais pas. Et alors le pire c'est que... Donc effectivement ils se plaignent parce qu'ils ont pas de thunes, c'est clairement dit dans le truc. Mais la Edeline, tout ce qu'elle trouve à dire c'est... Oh bah, maintenant qu'il y a plus de caste, c'est bon, ils sont maîtres de leur destin. Moi j'étais là. Allô, t'es pas dans un système communiste. Donc non, ils sont pas à égalité hein, les gens, hein, donc ils sont pas maîtres de leur destin. Sorry. J'étais au bout de ma life, quoi. Le pire, c'est que, genre, le roi, il valide. Bah oui, bien sûr, oui, ils peuvent choisir leur métier, c'est bien connu, d'ailleurs. Vous avez des domestiques, ils ont parfaitement choisi d'être là, ils sont trop contents. Enfin, je sais pas, le pire, c'est qu'à un moment, dans le truc, putain, je pensais pas rester aussi longtemps sur ce livre, mais il y a tellement de choses qui vont pas. À un moment, dans le truc, justement, elle a une bonne, hein, donc, Edeline, hein, forcément, hein, bien sûr, c'est une princesse. Et sa bonne lui dit à un moment qu'elle va se fiancer en fait. Et son futur fiancé, ou qu'elle s'est fiancée, enfin bref, en tout cas son chéri, il est... je crois qu'il est... Je sais plus si c'est dans la chimie ou dans les maths. Enfin bon, c'est un scientifique. Je sais plus exactement ce qu'il fait. C'est un putain de scientifique. Et là, Edeline, tout ce qu'elle trouve à dire, c'est « Ah bon, mais... Enfin, je sais plus comment elle dit ça, mais en gros, c'est incroyable que toi, globalement, toi, la boniche, tu sois avec un scientifique, quoi. » Et donc, forcément, la bonne, ben, elle est pas très joyeuse d'entendre ça, elle est pas contente. Edeline a fait « Oh non, mais je voulais pas te blesser. » Mais juste ferme ta gueule dans ce cas. Et du coup, c'est pas un peu la preuve que les castes, elles ont pas été aussi abolies que ça? Je sais pas. Ah, et franchement, je pétais mon crâne. En écoutant ça, j'étais là, mon dieu, un sup. Vraiment. La meuf est horrible. À un moment, il y a son frère qui va se fiancer avec, qui va se marier plutôt avec la fille du roi de France, un truc comme ça. Alors, je sais même plus, pourquoi il y a un roi en France, j'en sais rien. RAF, mais voilà, en gros, il va faire un beau mariage. Et donc il est très amoureux de sa chérie et du coup il va partir vivre avec elle, tout ça. Et la meuf, tout ce qu'elle trouve à dire, c'est « Ah non, je veux pas que mon frère il m'abandonne et du coup je la déteste, elle. Ah non, mais elle est trop gentille, mais du coup j'arrive pas à la détester, mais en même temps elle me prend mon frère. » Ah. Elle ferme là au lieu d'être méprisante, mais grave. Mon dieu. Ah. Et du coup, donc évidemment, elle est absolument infecte. Avec mais le pire c'est que quand je vous dis infect, c'est pas genre infect, genre c'est une méchante dans le truc. Non. Son comportement, il est validé. Alors qu'elle est infect du coup avec les prétendants, mais vraiment genre c'est vraiment, alors, il y a des moments où elle a raison. Il y a des moments de pseudo-féminisme où alors c'est vraiment, ça enfonce des portes ouvertes, hein. Genre voilà, il y a un mec qui essaye un peu de la forcer et donc évidemment elle appelle les gardes et tout, enfin voilà, et donc après elle fait tout un sermon aux prétendants en mode est-ce que vous avez le droit de me toucher sans mon consentement? Donc évidemment tout le monde se dit ben non, ben voilà, tenez-vous pour dit machin, mais en mode genre je vous fouette sinon quoi. Mais ok, c'est legit, j'ai envie de dire. Mais le truc, c'est qu'elle est comme ça pour tout. C'est horrible. Bref, voilà. À un moment aussi, il y a un truc, putain, franchement, je suis en train de vous dire tous les défauts du livre, mais il y en a tellement. Mais à un moment aussi, il y a un des prétendants qui est étranger et qui parle pas du tout la langue. Bah, c'est l'anglais, hein, j'imagine, mais qui parle pas du tout l'anglais. Et
j'arrive pas à lire ton pseudo. Toine Long. Merci Toine Long. Je pense que c'est ça pour le suivi. Et donc ouais voilà, il est étranger, il parle pas un mot d'anglais et du coup il vient avec un interprète. Ah merci. Salut, bienvenue par ici. On parle de livres du coup. Et donc ouais il vient avec un interprète et d'ailleurs je me disais à tous les coups elle va finir avec enfin non elle va pas finir avec l'interprète parce que en fait c'est nul ce truc parce que dès le début je fais une parenthèse mais en fait dès le début on sait déjà avec qui elle va finir. Je vous le dis comme ça avant même qu'il y ait la sélection. Quand on rencontre le gars, je me suis dit ok elle va finir avec lui. Alors je sais pas encore parce que c'est une duologie mais je suis persuadée qu'elle va finir avec lui. Sûr à 99,9%. Mais moi si j'avais été l'autrice, peut-être que ça va être le cas, mais je l'aurais fait finir avec l'interprète, parce que genre c'est le seul gars qui se présente pas dans le truc en fait. C'est ça qui est drôle. Mais bon, bref, tout ça pour dire que le mec vient avec son interprète, ce qui est déjà un peu pas très ouf, mais bon, admettons, s'il doit faire un rendez-vous romantique avec l'interprète derrière, c'est quand même pas des plus pratiques. Mais bon, admettons. Et en fait, à un moment, donc la sélection a déjà commencé depuis longtemps. Il y a eu des éliminés, tout ça, machin. Et c'est seulement 10 plombes après que l'interprète lui dit « Non, mais vous savez, en fait... il s'appelle Henry, je crois. Henry, il saura jamais parler anglais de toute façon, vous vous rendez compte, parce que autant quand on est enfant, on apprend vite les langues étrangères, mais une fois adulte, c'est plus possible, et en fait, ça veut dire que vous pourrez jamais communiquer, et tout ça, machin. Moi, j'étais là, alors, d'une... Pourquoi tu lui dis seulement maintenant ? Et pourquoi il participe dans ce cas si il estime qu'il pourra jamais communiquer avec sa future épouse, quoi, sa potentielle future épouse ? Complètement con. De deux, mais bien sûr que si, ça s'apprend vite les langues étrangères. Tu passes un mois dans un pays, tu sais parler la langue, te fous pas de ma gueule, genre il va jamais savoir parler anglais alors qu'il est marié à une anglaise, enfin une américaine. C'est complètement débile. Oui, lui casse son plan total. En vrai, c'est un peu, je pense que c'était un peu le but, hein, même si c'est pas dit dans le truc, mais je pense que c'était un peu pour lui casser son plan. Mais enfin, c'est quand même. Mais l'autre, mais le problème, c'est que elle le croit sur parole. Genre, elle est là. Ah, mais ouais, c'est vrai. Genre, tu sais, la meuf, elle a une épiphanie, quoi. Ah, mais ouais, c'est vrai. Oh mince. Oh, c'est ballot. Mais. Moi, franchement, j'étais là en mode, mais. À l'aide. À l'aide. D'où ? À quelle heure ? Mais arrête, n'importe qui peut apprendre l'anglais. Y a pas besoin de des années. Parce que l'autre, il dit, ça va prendre des années. Au secours. Je suis vraiment... Bref. Bon, voilà. Tout ça pour dire que c'était pas bien. Franchement... Alors, c'était pas insupportable non plus à écouter, et en vrai, j'ai quand même envie d'écouter la suite juste pour savoir finalement avec qui elle va finir, même si, je vous l'ai dit, j'ai des gros doutes, enfin voilà, je me doute bien avec qui elle va finir, mais ouais, bah moi je pouvais pas, c'était un livre audio, donc si tu veux, il aurait fallu que je jette mon téléphone, et c'était, voilà, j'ai pas eu le choix. Putain, en plus, le passage de là, je me rappelle, j'étais chez le kiné, quand j'ai écouté ce passage où il lui dit, j'étais en train de faire mes exercices, là, en mode, sur mon tapis, et quand j'ai écouté ce passage où il lui dit, non, mais il lui faudra des années, et j'étais là, mais, pardon, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce con? Mais qu'est-ce qu'il dit? J'en pouvais plus. Pour vous dire s'il m'a marqué ce passage, que je me rappelle ce que je faisais en l'écoutant quand même, hein, c'est dire. Enfin bref, bon voilà, en tout cas c'était un peu nul. Et voilà, mais c'était pas la catastrophe, mais franchement c'était pas très bien, quoi. Voilà, rien à voir avec les 3 premiers tomes qui étaient quand même beaucoup mieux, hein, on va pas se mentir. Mais le niveau politique du truc, mon Dieu que ça craint quand même, franchement. Dire, le peuple est pas content, mais pourquoi ils sont pas contents, je comprends pas. Oh, pourquoi ils m'aiment pas? Non mais la meuf se rend compte que les gens l'aiment pas en fait.
Meuf, t'es littéralement une princesse, t'es pourri gâtée, les gens ont pas une thune, qu'est-ce que tu veux qu'ils t'aiment? À quelle heure ils vont t'aimer? Arrête. C'est bon. Bon, bref. Allez, je passe à la suite parce que je reste 15 ans sur le même, là, une demi-heure sur le même livre, on va se calmer. Ensuite, donc j'ai lu, ouais, alors celui-là par contre je vais pas y rester longtemps hein, parce que c'est un tome 14 de Meurtre roulé à la cannelle des enquêtes d'Anna Swanson. Ouais. Bon, en vrai voilà, en vrai j'ai aimé ce tome. J'ai aimé ce tome parce que il était un peu différent des autres pour une fois. Ouais, les deux retours. Pour une fois, bon déjà ça commence avec un accident de bus, ça change un petit peu quoi. Et en fait c'est un groupe de musique assez connu qui venait jouer et tout, et du coup ils ont un accident. Et en fait, donc il y en a, du coup ils sont blessés, enfin il y en a un qui est blessé, et il va être amené aux urgences, et le truc c'est qu'il va être tué à l'hôpital en fait. Enfin, il va être assassiné à l'hôpital, qu'il meurt pas de ses blessures de l'accident de bus quoi. Et mais bon voilà, il y a un petit déjà ça change un peu parce qu'il y a un petit suspense sur l'accident, sur machin et tout. Et en plus c'est pas Anna qui découvre le corps pour une fois. C'est sa mère, accessoirement. Mais voilà, sa mère qui n'est absolument pas soupçonnée 2 secondes, alors que c'est littéralement elle qui va dans la chambre du mec, il est tout seul, et elle le trouve avec je crois que c'est un couteau dans la poitrine, un truc comme ça. Mais elle n'est pas soupçonnée. Même pas on l'interroge, hein. Bah non, bah ça peut pas être elle, c'est la mère de l'héroïne, et comme l'héroïne est insoupçonnable déjà de base, même si c'est toujours elle qui découvre les corps. Bon, écoutez, voilà. Mais bon voilà, après non, ce tome était plutôt sympathique, il n'y avait pas de gros trucs réac dedans. En plus il y avait des histoires un peu intéressantes par rapport à ce groupe de musique et tout, donc ça va, ça passait. Mais malgré tout je l'ai mis quand même en bas de la liste parce que je me voyais pas le mettre au-dessus des livres suivants. Clairement pas, même le livre suivant où je me suis un peu ennuyée, je me voyais pas le mettre au-dessus parce que clairement au niveau littéraire c'est pas du tout le même délire. Donc voilà, il reste en bas celui-ci, on va pas se mentir, voilà. Bref, voilà en tout cas pour celui-ci. Ça aura duré le moins longtemps comme ça. Ensuite, j'ai lu Chaque goutte est un cauchemar pour l'homme de Megan Kamalei Kakimoto, qui est une autrice hawaïenne d'origine japonaise. Et ça se passe à Hawaï. Alors, bon, déjà, premier problème, je pensais lire un roman, alors qu'en fait, c'est un recueil de nouvelles. Alors, en soi, c'est pas dérangeant, parce que je lis des recueils de nouvelles, j'aime bien les nouvelles et tout, mais c'est vrai que là, du coup, je m'y attendais pas. J'avais pas prévu ça. Bon, c'est pas grave, hein. Mais du coup, j'ai mis du temps à comprendre en fait pourquoi on partait dans autre chose, voilà. Et en fait, c'est que des histoires qui se passent à Hawaï et avec à chaque fois on suit une femme hein, globalement. Donc c'est vraiment c'est plus ou moins des destins de femmes. Et le truc c'est que le synopsis disait que ça parlait de body horror, enfin que ce serait du body horror, sauf que j'ai pas vu de body horror dedans, ni même de l'horreur tout court d'ailleurs. En vrai, c'est pas. Alors, il y a des trucs plus ou moins fantastiques, réalisme magique, voilà. Après, moi j'ai rien vu de spécialement horrifique. Donc voilà, donc déjà deuxième problème. Parce que voilà, moi j'étais en mode je vais lire un roman de body horror quoi. Et je lis des nouvelles qui sont pas du body horror. Bon, déjà voilà, il y a tromperie sur la marchandise, ça m'a perturbée. Bon, après, reste que les histoires sont quand même intéressantes. L'écriture, c'est vraiment très très bien écrit et surtout le style change un petit peu, la mise en forme, etc. En fonction des histoires. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors voilà, les histoires. J'ai vraiment beaucoup aimé la première histoire. Alors,
J'ai d'autant plus aimé que je pensais que ce serait le début du roman, et c'est vrai qu'après, bon, quand j'ai vu que c'était la fin de l'histoire, que j'allais pas avoir de suite, j'avoue que j'étais un petit peu frustrée. J'étais un peu frustrée, bah déjà parce qu'il n'y avait pas d'horreur dedans, et puis ouais, et puis je sais pas, j'attendais plus de cette histoire, donc c'était dommage. Après voilà, j'ai aimé... je pense que la nouvelle que j'ai préférée, c'était une nouvelle qui parle de porno. C'est une nana qui va se mettre à travailler dans le porno grâce ou à cause, on sait pas, ça dépend de quel point de vue on se place, d'une amie à elle qui est dedans aussi, quoi. Et c'est intéressant du coup de voir un peu comment elle va rentrer là-dedans. Et c'est des nouvelles qui sont très introspectives à chaque fois. Et puis il y a des choses intéressantes dans ces nouvelles aussi, c'est tout le côté folklore hawaïen, parce que clairement on est avec des histoires de légendes et de superstitions qui sont très très marquées. Je pense que c'est vraiment ça que j'ai préféré finalement dans ces nouvelles, c'est vraiment le côté superstition qui va s'ancrer un petit peu dans les histoires, qui va impacter à chaque fois les héroïnes des nouvelles. Ça c'était très intéressant. Alors globalement en fait... En soi, objectivement, j'aurais rien à redire, c'est très bien écrit, les histoires sont intéressantes, on apprend pas mal de choses, etc. Le problème, c'est que je me suis un peu ennuyée, quoi. Je peux pas aller à l'encontre de ça, je peux pas vous dire c'était génial, voilà, parce que je me suis ennuyée. Il y a des histoires qui m'ont plutôt bien... accaparé, quoi, voilà. Mais plus tard, c'est vrai que j'étais là, oui, bon, ok, je sais pas, j'arrivais pas. En plus, bon, comme c'est des nouvelles, on peut pas vraiment s'attacher, on n'a pas le temps de s'attacher au personnage. Alors autant il y a des nouvelles que je trouve géniales malgré ça, mais parce que il va y avoir des choses, je sais pas, voilà. Au début, par exemple, je pensais un petit peu à Lapin Maudit de Bora Chung, parce que Lapin Maudit, ce sont aussi des nouvelles qui mettent en scène des femmes, et donc qui mettent en scène la condition des femmes, voilà. Mais là, il y avait, pour le coup, là, il y avait du body horror, et là, il y avait vraiment des éléments qui faisaient qu'on pouvait qu'accrocher à l'histoire en fait. Or là, c'est pas le cas, c'est très 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 introspectif, c'est très très descriptif aussi, il y a beaucoup de descriptions, etc. Ça, pour des nouvelles, ça prend vraiment vraiment son temps. Et donc faut aimer ce style-là, et je pense, voilà, toi Elsa, peut-être que tu vas aimer, parce que c'est quand même très bien écrit, mais j'avoue que je le lisais pas avec plaisir, quoi. Voilà, c'est ça qui m'a manqué. J'étais pas en mode... En plus, bon, moi, je l'ai lu, comme je l'avais en papier, je l'ai lu dans les transports. Et c'est vrai que le soir, en ressortant du boulot, j'étais pas en mode « Waouh, trop bien, je vais me replonger dans le livre, quoi ». Je suis en mode « Oui, bon, c'est vrai que j'ai ce livre-là à lire, quoi ». Voilà, c'était un peu ça, quoi. J'étais en mode « Ouais, bon, bof ». Voilà, donc, ouais, c'est un peu dommage parce que... Mais bon, après, voilà, c'est mon ressenti... c'est mon ressenti perso, mais j'étais un peu déçue. Voilà, j'étais un peu déçue. C'est vrai que je m'attendais à quelque chose de plus prenant, de plus claquant, de plus... Enfin, je sais pas. Mais bon. Voilà. Mais c'est vraiment pas inintéressant, hein. Franchement, au contraire, j'ai appris pas mal de choses. Voilà. Tout le côté superstition et tout, c'était vraiment très très bien fait. Voilà, en tout cas, pour celui-ci... Ensuite, j'ai lu Cette nuit-là de Aurélie Massé, qui était... Ouais, Elsa, carrément. Alors, qui était présenté... Alors, ouais, en fait, quand je regarde les tags, en fait, il n'était pas du tout présenté comme ça, donc c'est peut-être moi qui m'y ai vu ça, je sais pas où. Mais dans ma tête, c'était un thriller. Young adulte, hein, ça oui. Mais c'est pas du tout un thriller. C'est pas du tout un thriller, c'est du contemporain young adulte, mais c'est du contemporain très sombre. Très sombre parce que donc on va suivre. Alors ça c'est un truc typique de chez Aurélie Massé, c'est qu'on suit
C'est un roman choral, hein, voilà, c'est un roman choral dans lequel on suit plusieurs adolescents et adolescentes et qui ont un lien entre eux, mais on va suivre quand même leur vie un petit peu séparément. Et donc elle soulève, ça lui sert à soulever. Je dis ça parce que l'autre que j'ai lu d'elle, c'était exactement la même chose. Hein. Sauf que l'autre était fantastique et bon, c'était pas les mêmes thématiques, mais à chaque fois, voilà, elle soulève des thématiques via les récits de ces adolescents et adolescentes. Et donc là, voilà, on va en suivre 5. On va suivre Gabriel. Alors je vous lis, tiens, parce que je trouve que c'est bien dit là. Gabriel, l'insoumis pétillant. Agathe, la fêtarde insouciante. Alex, l'élève parfait. Sarah, la discrète mal dans sa peau. Et Eden, alors Eden qui est quelqu'un de très mutique. Qui est le personnage le personnage le plus mystérieux un peu de l'histoire. Parce qu'il a un gros secret qu'on va découvrir après. Et en fait, au début de l'histoire, il y a un flash-forward, on va dire, où on découvre, c'est le tout premier chapitre, il n'y a pas de spoil, où c'est Gabriel qui va découvrir Eden dehors, ensanglanté, alors blessé, on ne sait pas précisé où, comment, pourquoi, hein. Et donc voilà, il vient de se passer un drame, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et après, donc, hop, retour en arrière, la veille. Et la veille ou le matin, je sais plus. Enfin bon, en tout cas, c'est vraiment un truc qui se passe globalement sur 24-48 heures, pas plus. Hein. C'est un récit sur un temps très court. Et donc, on va suivre comme ça nos 5 lycéens. Et jusqu'à arriver jusqu'à non, parce que le moment fatidique arrive en milieu de livre, hein, donc jusqu'au moment de la révélation au milieu du livre, et du coup on va voir comment ça va se passer par la suite. Alors moi du coup j'ai vraiment adoré la première partie, justement celle qui nous amène à ce qui s'est passé, et franchement quand on arrive justement à ce moment là, je me suis dit putain mais en fait ça va être un coup de cœur ce livre. Franchement j'hallucinais de ce que j'étais en train de lire, parce que c'est quand même du young adulte, on s'attend pas à un truc hyper profond, mais non seulement les thématiques et surtout la thématique principale abordée était hyper bien traitée, je trouve, et pas si courante que ça, en tout cas sous cette forme-là, on va dire. Et en plus, et surtout, c'était superbement bien écrit. J'hallucinais de l'écriture de l'autrice. C'était trop beau. Et franchement, il y a des moments où ça me faisait penser à Louise May, un peu, parce qu'elle joue aussi avec la façon... C'est con, j'aurais dû le prendre pour vous montrer, je suis trop con. Elle joue un peu avec la façon d'écrire des mots par rapport à l'ambiance de la scène, en fait. Et c'est incroyablement bien fait, en fait. C'est vraiment... Et elle a des formules, enfin... qu'est-ce que c'était beau. Vraiment... Franchement, c'est pour ça que je dis vraiment, quand je suis arrivée à la moitié du roman, pour moi, c'était un coup de cœur. Parce que je trouvais ça trop, trop bien écrit. J'avais pas retrouvé ça dans l'autre, qui est pourtant plus récent. Comment il s'appelait ? Attendez. L'autre que j'ai lu, c'est... Le soleil se lèvera demain. Qui était un truc un peu dystopique. Qui était pas mal, hein, aussi, qui était bien, mais qui m'a pas laissé un souvenir impérissable, hein. Et il me semble pas qu'elle écrivait aussi bien dans celui-là. Parce que là, vraiment, enfin, il y a un truc, c'est... Ouais, je vous dis, la façon déjà, les formules très métaphoriques, très belles, très poétiques. Des formules très, très poétiques. Et c'est pas lourd. C'est pas j'ai ouvert un dictionnaire des synonymes ou j'ai essayé de faire des vers ou pas. Non, non, pas du tout. C'est vraiment... c'est très, très beau et c'est très fin. Et puis voilà, il y a des passages, des mises en forme particulières. Il y a un moment aussi où tu as même, parce que chaque début de chapitre commence avec le chapitre et le nom du... Je vais y arriver. Le nom du chapitre, c'est le nom du narrateur, voilà. Et à un moment, tu as même
un chapitre, donc avec le nom, en l'occurrence c'est Sarah, et la page est vide. Voilà. Juste pour dire, ben je suis là, mais il se passe rien, quoi. Enfin, pour une raison qu'on sait dans le livre, mais... Enfin voilà, et c'est... Je sais pas, il y a des trucs comme ça, c'est vraiment très très bien fait et tout. Mais vous allez me dire, bon alors pourquoi c'est pas un coup de cœur? Qu'est-ce qui s'est passé? Et bien le problème c'est que une fois qu'on arrive à cette révélation là, j'ai trouvé que je sais pas comment dire, mais c'est pas que ça retombe comme un soufflet, mais on dirait qu'elle se débarrasse du truc en fait, que ça y est, en fait c'est con parce que ça monte vraiment en tension. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à ce qu'il y ait ça, qui est le drame. Et après, tout à coup, je sais pas, ça part dans des trucs. Alors déjà, ça part dans des trucs pas forcément très crédibles. On dirait... c'est con parce que c'était tellement bien fait. Et puis tout à coup, ça part dans le surjeu, en fait. C'est trop, c'est un peu what the fuck, c'est caricatural, c'est... Et du coup, j'y croyais plus et je fais putain, c'est tellement dommage, c'est tellement dommage. Et après, bon, je trouvais que, je sais pas, la façon dont on arrive au dénouement était pas bien travaillée du tout, c'était pas bien. En fait, c'est fou parce que j'ai eu l'impression que les deux parties étaient écrites par deux personnes différentes, en fait. Toute la première moitié est absolument géniale, et puis d'un coup la deuxième moitié, on aurait dit, là pour le coup ça ressemblait à du young adulte bateau, je sais pas, c'était pas bien quoi. Ah, j'étais déçue, j'étais là, bon bah non, finalement ce sera pas un coup de cœur, hein, tant pis. Après voilà, c'est pas nul, hein, c'était pas nul, au contraire, hein, c'était très très bien, mais cette deuxième partie était pas du tout à la hauteur de la première. Vraiment pas. Ouais, franchement, c'était vraiment dommage parce que putain, quelle bonne surprise vraiment au début là. De toutes les thématiques. Voilà, je vous dis pas les thématiques parce que je vous dis pas parce que ça spoil. Je trouve que c'est con parce que les thématiques elles sont dites hein, dans les tags sur Babelio, mais faut pas aller voir. Bon après en soi. Des thématiques comme ça en tag, ça dit pas trop non plus, mais encore qu'il y en a. Là, il y a des tags que je trouve quand même assez spoilants en vrai. Mais moi, j'étais contente. C'est bizarre de dire ça, mais voilà, c'était bien de découvrir exactement de quoi ça parlait parce que j'en avais pas la moindre idée. Et du coup, ouais, c'était. Non, là-dessus, c'était très très bien fait. Voilà, bon, écoutez, c'est pas grave, hein, mais en tout cas, voilà, c'était quand même une très bonne surprise parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien écrit. C'est surtout l'écriture de l'autrice qui m'a vraiment espantée, quoi. Voilà. Tout en restant du young adulte, en fait. C'est pas une écriture pompeuse, c'est pas une écriture ultra littéraire. Vous voyez, c'est pas ça. Ça reste du young adulte, mais c'était très très beau. C'était vraiment très très beau. Voilà. Ensuite, j'ai lu La couleur pourpre, enfin, de Alice Walker, que je devais lire depuis... depuis bien longtemps, parce que je l'avais pioché dans la fameuse pioche, là. Et elle s'est encore arrêtée, la pieuvre, là. Ah ouais, je pense qu'elle doit plus avoir de piles, à mon avis. Il faut que je change les piles. Bon, c'est pas grave. La fameuse pioche de quand j'atteins les 10 abonnements, là, voilà. Et ça faisait un moment que je l'avais pioché, j'avais complètement oublié. Donc maintenant, c'est fait. Pourquoi la couleur pourpre, tome 1 sur 3, il y a d'autres tomes? Dans le temple de mon esprit et le secret de la joie. Ça se suit? Je savais même pas en vrai. Je savais même pas qu'il y avait d'autres tomes. Bon bref, en tout cas, on est dans un roman un peu épistolaire, journal intime / épistolaire en vrai, hein, puisque donc en fait on suit Célie. Célie qui écrit au bon Dieu en fait, ouais. En fait le livre est raconté en mode cher bon Dieu et voilà ce qui s'est passé. Alors c'est marrant parce que Célie comme
alors qu'on est aux États-Unis, hein. Mais Célie, elle sait pas, elle parle un anglais très familier en fait, hein. Et du coup, c'est vraiment raconté comme ça, quoi, avec son anglais très approximatif. Enfin, c'est en français, du coup, c'est la traduction, mais voilà, j'imagine que la traduction a globalement été fidèle, j'ose espérer, hein. Mais voilà, et du coup, donc, elle écrit ses lettres et elle raconte sa vie à partir du moment où elle a 14 ans et que, en fait, elle a été violée par son père, hein, son beau-père même d'ailleurs. Mais, et en fait, ouais, elle tombe enceinte 2 fois de lui, et donc les enfants vont être placée ailleurs, et puis après elle va être évidemment obligée de se marier avec un autre mec qui d'ailleurs ne voulait pas d'elle, il voulait sa petite sœur. Enfin voilà, ça commence comme ça globalement, donc super, là déjà tu te dis bon super, top la life. Et en fait voilà, on va suivre un peu son parcours, principalement donc auprès de cet homme qui n'est pas un mauvais homme, hein, mais en vrai, ce qui est ouf, c'est que bon, à part, ouais, si, il y a quand même le devoir conjugal, mais sinon, il s'en fout un peu d'elle, il veut juste avoir une femme pour s'occuper de ses gosses, quoi, globalement, hein, c'est un petit peu ça. Et puis, et ça, il y a sa sœur aussi, qui est un peu plus jeune, qui va d'abord s'installer avec eux, mais le problème c'est que le gars, donc c'est Albert, hein, qui s'appelle le mari de Célie, il est toujours sur elle en fait. Lui, il était à fond sur la petite sœur, quoi. Et comme elle veut pas de lui, il va finir par la jarter en fait, et on sait après qu'elle va partir en Afrique. Et en fait, on va suivre justement leurs échanges de lettres entre les deux sœurs. Et on va suivre, donc dans une deuxième partie, on va suivre le parcours de Nettie, qui est devenue prédicatrice en Afrique, et donc elle va raconter comment la vie se passe là-bas, etc. C'était très intéressant. Et aussi, donc, on va suivre la rencontre de Célie avec Chougavry, qui est une chanteuse, en fait, qui est la maîtresse d'Albert. Oui, c'est un peu le bordel, mais voilà. Et qui a vraiment une personnalité assez hors du commun, assez sûre d'elle, etc. Enfin voilà, elle a vraiment un charisme de fou. Et Célie va... on comprend qu'elle va tomber amoureuse d'elle, quoi, voilà. Donc voilà, c'est vraiment, c'était vraiment... En fait, c'est fou parce que c'est pas un livre qui est très très long, hein. Il fait 250 pages, mais malgré tout, il aborde tellement de choses. En vrai, il y a tellement de thématiques dans ce livre parce que, voilà, on parle. Donc ça va parler d'inceste, ça va parler de mariage forcé, ça va parler de l'éducation des enfants, etc. Ça va parler de familles recomposées, ça va parler donc évidemment de racisme, de la position de la communauté afro-américaine. On est dans les débuts des années 80, je crois. On va parler évidemment de la vie en Afrique. Alors ce qui est con, c'est qu'on ne sait pas trop quel pays d'Afrique. J'ai pas de mémoire qu'on dise dans quel pays elle est, Nettie. Mais bon, bref. On va parler de ça, justement, de tout le côté religieux. Alors ça, ce que j'ai beaucoup aimé. Ah oui, laquelle, Elsa? C'est quelle thématique qui disparaît dans le film? Parce que je l'ai pas vu, du coup, le film. Ouais, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça parle beaucoup de religion. Moi, vous savez, je suis pas très très fan de la religion, mais là, je trouve que ça en parle de façon vraiment très très intéressante. C'est-à-dire vraiment ça en parle de la façon dont la religion devrait être traitée. C'est-à-dire que vous avez le droit de croire, et c'est bien de croire, et en même temps, on devrait se dire que Dieu est amour, et Dieu ne devrait pas, et donc on ne devrait pas être intolérant envers les autres, puisque Dieu nous aime quoi qu'on fasse. C'est globalement le message. Ah oui, c'est vrai! Waouh, putain, c'est fou ça quand même, alors que pourtant c'est une des thématiques principales. Donc voilà, justement, j'y viens, voilà, ça parle
Ça parle d'un amour entre deux femmes. Et ça parle de bisexualité aussi, d'ailleurs. Hein. Je trouve que c'est intéressant. Ouais, est-ce surprenant? Non, évidemment que non. Bien sûr. Et oui, voilà, la religion, comment elle est traitée, je trouve ça vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé. Il y a tout un discours, c'est Shug qui tient ce discours-là. De dire, parce que évidemment, comme elles ont des relations lesbiennes, Célie lui dit, mais on va pas aller en enfer et tout ça. Et Shug lui dit non, parce que Dieu nous aime. Dieu a décidé que ce serait comme ça. Et donc, voilà, globalement, c'est ça, quoi. Je trouve ça trop bien. Voilà. Ça c'est bien. Ça, c'est la religion que j'aime. C'est-à-dire, voilà, écoutez, c'est bien de croire en Dieu, mais soyez tolérants avec les gens, quoi. Je sais pas... parce que Dieu est censé être tolérant, quoi. Dieu est amour. Bon, bref. En tout cas, voilà, parce que c'est vrai que quand tu dis, bon, elle écrit au bon Dieu tout le temps, et du coup, voilà, elle raconte tout ce qu'elle subit, tout ce qu'elle fait, etc. Et en fait, voilà, le message, c'est, ouais, mais Dieu est amour, et donc, voilà. Mais, et c'est vrai que ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que malgré le fait... En fait, voilà, c'est vraiment la plus grosse qualité du livre, c'est que c'est jamais putassier, c'est jamais misérabiliste, c'est jamais... malgré le fait qu'il y ait quand même des dingueries. Rappelle qu'elle a été abusée par son père et qu'elle a même été mise en cloque et tout ça. Qu'elle a dû être mariée sans son consentement, qu'elle subit du coup les ébats de son mari, voilà. Et malgré tout, c'est jamais raconté de façon putassière, c'est jamais raconté en mode exagérément horrible, en mode voilà, il faut pleurer dans les chaumières, quoi. C'est raconté de façon très réaliste, en fait. C'est ça qui est génial, c'est que en fait, elle raconte ça comme si elle racontait ce qu'elle a mangé au petit déjeuner, quoi. Enfin, de façon beaucoup mieux écrite, j'imagine, mais mais vous voyez ce que je veux dire, c'est juste des tranches de vie et du coup on y croit, en fait. C'est ça qui est bien. Puis le fait d'avoir choisi, d'avoir pris ce parti aussi de raconter avec son parler très familier, très argotique, très voilà, pas bien anglais, pas bien français du coup dans la traduction. Ça rend le truc encore plus réaliste et c'est pas gênant, en fait. Moi au début je me disais c'est particulier quand même, est-ce que je vais pas être gênée par ce truc là, mais pas du tout, ça m'a absolument pas gênée. Et c'est marrant parce que en fait ça s'améliore petit à petit parce qu'elle apprend à mieux parler, etc. Et ça c'est intéressant aussi, l'évolution du truc. Bizarrement, finalement la partie que j'aurais le moins aimé, même si j'ai aimé quand même, mais disons où j'étais moins à fond dedans, on va dire, c'est la partie de Nettie. J'étais moins à fond dans son histoire de prédication là, Alors, il y avait des passages très intéressants quand même, mais je préférais la vie de Célie à la vie de Nettie. Voilà, voilà, pour conclure, c'est ça, quoi. Vraiment, pour résumer le truc, c'est ça. Je préférais la vie de Célie à la vie de Nettie. Donc j'étais moins transcendée par les lettres de Nettie, on va dire. Mais c'était vraiment un excellent livre. Voilà, que je suis ravie d'avoir lu. Pourquoi c'est pas un coup de cœur? Justement parce que ouais, voilà, les passages de Nettie, pas si à fond que ça, voilà. Et puis je sais pas, ouais, c'est pas, en fait c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais qui m'a pas non plus, voilà, je me suis pas dit waouh, j'apprends des trucs de ouf, voilà, mais c'était... Ouais, t'as pas mal oublié Nettie aussi. Mais c'était un excellent livre, voilà, je suis vraiment très contente de l'avoir vu. Alors du coup, c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas cette histoire d'amour, là, ça me donne pas trop envie de voir l'adaptation, bizarrement. Mais d'un côté, je suis quand même curieuse. Voilà. Après, encore une fois, je pense que ça fait partie des livres que là, je chronique à chaud,
et que en fait peut-être mon avis va évoluer au fil du temps. Donc voilà, il y a des livres comme ça où qu'on a besoin de digérer un peu, et parce que je pense que c'est quand même un livre qui va me marquer parce qu'il y a énormément de choses qui sont impeccables dedans. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la couleur pourpre. Et je termine avec mon coup de cœur. Il manque clairement quelque chose pour comprendre l'histoire. Ah bah oui. Oui, bah oui, c'est ça. C'est vrai que du coup, ça... Parce que évidemment, sa relation avec Shug change complètement, en fait. Enfin, ça fait partie de l'évolution du personnage. Ça change énormément. Ça apporte quelque chose, ça apporte c'est là que ça apporte, je vais pas raconter tout le livre, mais bon, ça apporte son indépendance, etc. Enfin voilà, il y a son besoin d'indépendance, en tout cas, il y a quelque chose évidemment qui évolue. Le simple fait justement qu'elle lui dise la religion, tout ça, machin, et c'est clair que s'il y a pas ça, et oui, clairement le personnage de Shug est vraiment c'est un mentor dans l'histoire, en fait. C'est vraiment le personnage qui va faire évoluer l'héroïne, quoi. Et c'est un peu dommage, effectivement, de l'avoir occulté dans le film, pour le coup. Ouais. Franchement, ouais. Mais bon. Voilà. Et c'est vrai que leur histoire, elle est chouette. Et surtout, d'autant plus chouette que c'est pas parfait non plus. Voilà, je vais pas dire pourquoi, et voilà, ça spoilerait, mais en même temps, du coup, ça rend les choses d'autant plus réalistes, finalement. En fait, c'est vraiment la qualité première de ce livre, c'est vraiment son réalisme. C'est un truc de fou, quoi. On y croit, alors après, voilà, je suis pas à la place, je suis pas concernée pour dire à quel point c'est réaliste ou pas, mais en tout cas, on y croit du début à la fin, vraiment, quoi. C'est tellement bien fait. Donc ouais, clairement, moi je pense que c'est un livre qui va me rester, et que peut-être plus tard je dirais en fait oui, en fait j'ai vraiment adoré, donc voilà. Bon, écoutez, je comprends que ce soit un classique de la littérature américaine pour le coup, hein, qu'il ait eu le prix Pulitzer d'ailleurs, c'est pas étonnant, ça a dû chambouler beaucoup de choses à l'époque, hein, clairement. Bref, donc voilà, j'en viens à mon coup de cœur, qui était inattendu, oui et non, parce que je pense que si Elsa me l'a offert, c'est qu'elle se doutait que j'allais aimer. Mais bon, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi génial. Donc c'est L'homme qui n'aimait plus les chats, de Isabelle Hopi. Alors moi je l'ai... Il est là. Merde. Il est là. Je l'ai sous cette édition. Là. Ouais. Donc offert par Elsa. Et je t'en remercie encore parce que franchement c'était incroyable cette histoire. C'était incroyable cette histoire. Je m'attendais tellement pas à ça. Donc ouais, en fait, on va... Déjà le titre et le synopsis, là, oui, bon. Bizarre quand même. Mais je me disais, si Elsa me l'a offert, c'est qu'il y a un truc dedans qui va me plaire, forcément. Donc oui, parce qu'en fait, on est sur une petite île. Alors, on sait pas trop où c'est. On sait que c'est en France. Moi, j'ai supputé que c'était en Bretagne parce qu'ils avaient des noms un peu bretons. Ils avaient des prénoms un peu bretons, les personnages. Donc, j'ai supputé que c'était une île de Bretagne. Sur une petite île où, voilà, où tout le monde se connaît. Il y a un phare, donc un gardien de phare et tout. Il y a le curé, il y a le professeur, tout ça, c'est vraiment le truc. On sait pas en quelle année ça se passe ni rien, mais en vrai c'est pas tellement important parce que finalement ça pourrait se passer en n'importe quelle année, je pense. Et c'est une île qui a la particularité d'avoir beaucoup de chats, un peu comme les îles au Japon, là, les îles aux chats là, qu'il y a. Donc voilà, il y a plein de chats qui font leur life en fait, qui se baladent comme ça sur l'île. Alors on sait pas trop d'où ils viennent, mais bon, en général, quand des îles aux chats, c'est que c'est des chats qui ont été ramenés par des pêcheurs parce que, je sais plus si c'est dit dans le livre, mais en général c'est ça, c'est que
C'est des chats qui étaient pris par des pêcheurs pour bouffer les rats, en fait, qui infestaient les cales et tout ça. Et au final, ils ont été ramenés, et puis du coup, ils font leur live, parce que il y a souvent des pêcheurs, justement, qui arrivent, qui leur donnent des poissons, et tout ça, machin. Donc c'est ça l'explication souvent dans ces îles-là, quoi. Et donc là, voilà, il y a des chats. Et on va suivre notre narrateur, d'ailleurs, je crois qu'on connaît pas son nom au narrateur, il n'a jamais dit son prénom. On va suivre notre narrateur, qui est un homme lambda. Je sais même pas vraiment ce qu'il fait, mais bon, c'est pas très important. Qui dit que lui il aime bien vivre avec les chats, il aime bien le fait qu'ils aient leur indépendance, et qu'ils viennent quand ils en ont envie. Alors j'aimais bien justement le discours, voilà, qui dit que les chats traitent les humains comme leurs égaux, en fait, et effectivement, hein, c'est souvent pour ça qu'on aime les chats, parce que en tout cas les gens comme moi qui préfèrent les chats aux chiens, parce que il y a ce côté qui fait effectivement, un chat ne va pas t'obéir aveuglément, il va te traiter comme son égal, quoi. Et voilà, le fait que s'ils viennent vers toi, c'est qu'ils t'ont choisi. Et donc là, il dit qu'il a un petit rouquin qui vient même dormir avec lui et tout. Enfin voilà, c'est trop mignon comme il raconte ça. Sauf que un jour, les chats vont disparaître. Et là, ça va être le drame. Parce que en fait, les gens étaient tellement habitués aux chats que ça va leur faire un vide immense. Parce que c'est quand même des compagnons. Ça faisait le truc de l'île et tout ça. Et je vais pas en dire plus, parce que je trouve que en fait c'est bien de pas savoir, parce que j'ai eu la surprise, voilà, de découvrir un peu la thématique. Et ce que je peux dire, c'est que il y a un côté légèrement dystopique, même si en soi ça peut être réaliste, mais c'est une histoire un peu pas grotesque, mais comment dire, je sais pas comment dire ça, en fait. Bon, on va dire, là ce qui est bien, c'est que justement il est comparé à Matin Brun notamment, et effectivement ça fait beaucoup penser à Matin Brun. Voilà, si vous vous souvenez de Matin Brun, c'est cette petite oui, voilà, une sorte de fable, exactement, Elsa, bien, tu as trouvé le mot. Une sorte de fable, c'est tout à fait ça. Dans Matin Brun, si vous vous souvenez, en fait, c'est une dystopie où les gens doivent absolument avoir tout de brun, en fait, et notamment leurs animaux. Et si leurs animaux sont pas bruns, ils sont butés, hein, globalement, je crois que c'est ça. Enfin voilà, et donc c'est un peu, voilà, là, pareil, c'est une petite fable dystopique, un peu burlesque aussi, parce que, bon, voilà, c'est évidemment pas réaliste, mais c'est métaphorique, voilà. Et là c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est une fable métaphorique. Ouais. C'est un pléonasme, un euphémisme. C'est un pléonasme, hein, évidemment, puisqu'une fable c'est forcément métaphorique, vous allez me dire. Mais voilà, c'est exactement ça. Et franchement, j'ai trouvé ça absolument génial. Parce que oui, c'est comparé à Matin Brun, parce que et c'est vrai, c'est aussi comparé à 1984, parce qu'il y a tout ce truc de comment, j'essaye de m'expliquer sans trop en dire, mais comment on va faire prendre aux gens des vessies pour des lanternes, quoi. Comment on va faire avaler. Ouais, je fais aussi des métaphores des expressions métaphoriques là. Comment on va faire avaler des couleuvres aux gens, mais gentiment. Un peu, ça m'a fait penser aussi à Rhinocéros. Ça m'a fait totalement penser à Rhinocéros. Voilà, c'est vraiment le truc de on te présente une situation et en fait on te fait avaler le fait que cette situation est normale, alors que c'est une situation pas du tout normale. Et du coup voilà, et c'est un truc qui est complètement qui n'a pas de comment dire, qui vieillit absolument très bien, parce que aujourd'hui encore ça marche, ce genre de discours, quoi. Ouais, voilà, ça marche, ce genre de discours, parce que c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Vous voyez, on le voit notamment avec tout ce qui s'est passé avec Trump, où on voulait
nous faire croire, alors déjà, le truc du Venezuela où on disait oui mais parce que c'est un dictateur et tout ça, et donc ça occulte complètement le fait que tout le monde se focalise sur le fait que Maduro soit un dictateur, ça a éclipsé totalement le fait que le mec a quand même bombardé un pays. Allô. Voilà, ou le truc de l'ICE où on nous dit oui mais non mais c'est des terroristes alors que pas du tout, enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça, voilà c'est ça exactement, on nous dit c'est normal. Et c'est comme dans Matin-Brin, c'est comme là, voilà, c'est normal. Et on nous fait intégrer le truc, voilà, c'est exactement ça. Et on finit par y croire. Parce qu'à force que tout le monde nous dise que c'est normal, on finit par se dire, ouais, c'est vrai que peut-être que c'est normal en fait. Et en gros, c'est vraiment le sujet du livre, c'est ça, quoi. Je trouve ça trop génial. Et il y a vraiment, enfin voilà, il y a un peu des passages... des passages assez mythiques par rapport à ça. Et c'est vrai que le narrateur est très bien parce qu'il est à la fois pas crédule, en fait, parce qu'il dit, mais me prenez pas pour un con. Et en même temps, il commence à se dire, putain, mais attends, mais est-ce qu'on devrait... Après, peut-être... Il y a vraiment le changement petit à petit qui arrive où le narrateur se dit, après tout, si on veut me faire croire ça, est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est grave si finalement, peut-être que je devrais adhérer à leur truc ? En gros, c'est ça, quoi, en fait. Peut-être que je devrais adhérer, après tout. Est-ce si grave que ça ? Et c'est vraiment le truc, voilà, c'est vraiment le truc de se dire, est-ce que c'est si grave ? Comme dans Rhinocéros aussi. Non, mais c'est bien d'être un rhinocéros, en fait. Pourquoi vous ne devenez pas un rhinocéros ? C'est un peu le même principe, en fait. C'est vraiment le truc de se dire... Ouais, bon, en fait, est-ce que c'est grave ? Et voilà, et c'est comme ça qu'on sombre dans le fascisme, en réalité, hein. C'est quand on se dit, ça va, c'est pas si grave. c'est trop bien. Ouais, franchement, Natacha, let's go, parce que c'était vraiment très très bien. Voilà, il est très court, hein, c'est très court, ça fait 150 pages, 120 pages. Je l'ai lu en à peine plus qu'un aller au travail, en fait. Voilà, il a été très rapide à lire, mais franchement c'était trop génial. Enfin, c'était vraiment une excellente idée. En plus, je crois que il y a un passage que j'ai aimé sur les chats. Est-ce que j'ai bien retenu là-bas ? Oui, c'est ça, page 92. J'avais pas de marque-page, alors du coup je me suis dit je vais retenir le numéro, mais juste le petit passage sur les chats que j'ai aimé, c'est les chats, je les aime parce qu'ils ne nous sont pas soumis. Ils viennent parce qu'ils le veulent, non par habitude ou de ne pas savoir où aller. J'ai réalisé qu'à la question « C'est quoi un chat pour vous ?», j'aurais dû répondre « Un animal qui ne se tient pas en laisse ». J'aurais dû répondre « La liberté d'être soi ». Voilà. Un animal qu'on ne tient pas en laisse, la liberté d'être soi. Je trouve ça trop bien. Et voilà, je vous dis juste ça. Et du coup, effectivement, on comprend pourquoi... Donc dans le livre, avec l'histoire, on comprend pourquoi le titre s'appelle « L'homme qui n'aimait plus les chats ». Ça a un sens, voilà. Et voilà, c'était trop bien. Du coup, je peux pas trop en dire parce que c'est très court et que voilà, le moindre truc serait spoilant. Mais en tout cas, c'est un livre où les personnages n'ont pas vraiment d'importance en soi. La preuve, c'est que le narrateur, on ne sait pas son prénom, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait dans la vie, etc. Osef. Les personnages sont pas importants. Ce qui est important, c'est la situation, en fait. C'est vraiment ça, quoi. Tu l'as lu au boulot aussi. C'est vraiment la situation. Voilà. Et est-ce que ça signifie, en fait, hein, ce que ça dit de nous. Et de comment on peut se faire en tube. Clairement, voilà. Je sais pas du tout, tiens, c'est une excellente question. Isabelle Opie. Qu'est-ce qu'elle a écrit d'autre ? Alors, elle est kinésithérapeute. Donc ça, c'était son premier roman. Elle a écrit L'âge du capitaine, Les échassiers et Le penseur de mots. Penseur PAN comme les éditions. Hein, c'est marrant parce que c'est les éditions du penseur PAN aussi. L'âge du capitaine, il est très bien noté. C'est son mieux noté.
Ça commence comme une blague trop connue pour être bonne. Maurice et Momo sont sur un bateau, mais quand on apprend que les deux ne font qu'un, on se demande comment l'un d'eux pourrait tomber à l'eau. Bon, le synopsis est très long. Alors, ouais, en fait c'est con parce que j'ai lu les tags et je me dis non, en fait c'est mieux de pas savoir les tags. Qu'est-ce que ça dit sur... au niveau des tags, là, sur l'homme qui n'aimait plus les chats? Est-ce que ça dit... Non, c'est bien, ça dit rien. Ça dit rien. Mais en même temps, c'est difficile, tu peux pas dire... Tu peux pas... En fait, c'est marrant parce que je vous ai dit la thématique. La thématique, c'est, ouais, la manipulation... c'est vraiment le fait de perdre sa liberté et tout ça. Mais je vous ai pas dit le pourquoi du comment. Et c'est vrai que dans les tags, on peut pas le savoir. Alors après, je sais pas si c'est pareil pour les autres. Mais voilà. En tout cas, du coup, je suis curieuse de lire les autres pour le coup. Parce que là, c'était vraiment trop bien. Et c'était très, très bien écrit. En plus, voilà, j'ai beaucoup aimé, effectivement, sa façon de raconter les choses. C'est vrai que, ouais, il y a un côté... c'est vrai qu'il y a un côté très fable, hein, complètement. Et c'est un côté très naïf, en fait, dans la façon de raconter. Mais j'aime bien, justement, parce qu'on est vraiment dans la tête du gars qui juste se contente d'observer. Alors, il donne son avis, bien sûr, il donne son ressenti, mais voilà, il raconte de façon un petit peu naïve le truc, et j'aime bien ça, justement. J'aime bien. Bon, bref, voilà, en tout cas. Apparaître. Ah oui, mais c'est pas les mêmes. Ok. Voilà, en tout cas, pour ce coup de cœur voilà, qui va aller directement dans ma liste de dystopie. Est-ce qu'on peut dire dystopie antifasciste? C'est un petit peu ça quand même, quoi. Même si c'est pas forcément sur le fascisme, mais bon, j'ai envie de dire un peu quand même, parce que ça s'applique à ça, quoi, hein, clairement. Voilà pour ce bilan. Et du coup, donc ouais, c'est ça, oui, bah voilà, pour moi c'est clairement ça, quoi. Pour moi ça rentre dans la même case, ouais, que Matin Brun, que Rhinocéros, que ces fables là qui sont effectivement qui montrent comment le fascisme arrive, en fait. Globalement, c'est ça. Ça nous montre l'évolution de la société au sein du fascisme, en fait. Comment le truc arrive de façon très insidieuse. Encore que là, c'est pas vrai. Ce qui est drôle, c'est que c'est pas si insidieux que ça, et malgré tout, les gens gobent quand même. C'est ça qui est drôle, mais parce que ils ont envie. En fait, c'est ça le truc du livre, c'est qu'ils ont envie d'y croire. Ils ont envie. Parce qu'il y a des promesses qui sont derrière. C'est ça aussi le truc du fascisme. C'est que le fascisme fait miroiter des choses auxquelles on a envie de croire. Parce qu'on a envie de... Je parle pas spécialement de ce livre, mais du fascisme d'une façon générale. On a envie d'ordre, de sécurité. Ah, vous savez, ces thématiques un peu comme ça... C'est facile de nous dire, ah, vous aurez de l'ordre et de la sécurité. Bon, après, vous aurez plus de liberté, par contre. Mais ouais. Ouais, voilà, c'est anodin. C'est un peu ça, exactement. On se dit, comme le narrateur, on se dit, bon, est-ce que c'est si grave, finalement? Voilà. C'est ça, le truc, en fait. C'est ça qui est génial. Sur le moment, on se dit, ah bah non, ça fait chier et tout. Puis après, on se dit, ouais, mais bon... Voilà. C'est comme par exemple... on va te dire, bah tiens, bon, d'ailleurs c'est globalement ce qui arrive, mais tiens, maintenant tout le monde aura un droit de, enfin, ou en tout cas l'État aura un droit de regard sur ton compte bancaire. Il va regarder, l'État va regarder exactement ce que tu dépenses, tout ça, machin. Si t'as sur le moment ça te fait chier, sur le moment, dire, bah non, moi je veux pas qu'on aille regarder ce que j'ai sur mon compte bancaire. Après tu te dis, bah j'ai rien à cacher. Si t'as rien à te reprocher, tu vas te dire, bah, bon, après tout. Et il y a plein de gens qui se disent ça. Quand on leur dit, on va mettre des caméras de sécurité partout, les gens, première chose qu'ils se disent, c'est, bah, c'est cool, comme ça, il y aura plus de cambriolage, s'il y a des caméras partout. Bon, après, par contre, t'es fliqué tout le temps, quoi.
Enfin voilà, c'est des trucs comme ça. Et en fait, les gens se disent, bah, moi, j'ai rien à me reprocher. Mais c'est toujours ça, hein, de toute façon. C'est les gens qui sont pour le fascisme, c'est toujours des gens qui se disent, je n'ai rien à me reprocher. Sauf que, même si t'as rien à te reprocher, la preuve avec ce qui s'est passé avec l'ICE. Voilà. Tu peux te faire buter, même si t'as rien à te reprocher. Bref. Enfin bon, je rigole en plus alors que c'est pas drôle, mais voilà. C'était un rire ironique. Bref, donc voilà en tout cas pour ce livre. Et du coup, je termine avec mes lectures du moment. Ah, pour une fois, j'ai plusieurs lectures du moment. Ça revient, mais là, j'ai des lectures sur 3 supports différents, comme à l'ancienne. Voilà, papier, e-book et audio. Yes. Donc, je commence par l'audio parce que c'est le moins intéressant des 3. Je sais pas pourquoi je sais pourquoi je suis partie là-dedans, parce que Saint-Valentin, tout ça, je m'étais dit, bon, allez, je vais lire des trucs, je vais lire des livres en rapport avec la Saint-Valentin, on va dire. Et donc, ouais, c'est pour ça que j'avais lu la sélection, là, le tome 4 de la sélection. Et là, je suis en partie, pareil, dans une autre dystopie / romance, avec The Perfect Match. Je sais même plus l'autrice. Bon, je sens que ça va pas être bien non plus. En vrai, parce que voilà, la thématique, je trouvais ça intéressant, le truc de... Il faut, pour être en couple dans ce monde dystopique, il faut être compatible scientifiquement parlant. Donc ils ont inventé un concept scientifique en fait, qui mesure les compatibilités entre les gens. Et en gros, même si tu es en couple avec quelqu'un, si vous n'êtes pas compatible à plus de 50%, et ben vous n'avez pas le droit de vous marier. Et donc c'est ce qui va se passer pour l'héroïne qui est en couple avec un homme depuis longtemps, et ils s'aiment et tout. Et sauf que ils vont découvrir qu'ils sont pas compatibles. En fait, je crois qu'ils font un premier test, ils ont le droit à 2 tests, un truc comme ça. Et ils sont compatibles genre à 45%, un truc comme ça, donc vraiment pas loin du truc. Et le problème, c'est que quand ils refont le test, genre 1 an plus tard, la compatibilité a encore baissé. Du coup, ils sont au bout du rouleau. Et là, ben, c'est trop tard, ils n'ont plus le droit à une deuxième chance. Et du coup, en gros, on les force à se marier avec des gens avec lesquels ils sont compatibles, quoi, globalement. Hein. Ah, bon, bah voilà. Mais tu vois, là, donc, j'ai lu un petit peu... Enfin, en fait, donc, c'est en audio, hein, donc je l'écoute. Et honnêtement, je suis pas emballée de ouf, hein, pour l'instant. Donc, on n'est pas à l'abri que je l'abandonne aussi, parce que franchement, en plus, je suis en train de me dire, bon, si c'est un prétexte pour faire une romance genre Enemies to Lovers, parce que du coup, le mec avec qui elle est compatible, elle le déteste, quoi, ça va me saouler. Franchement, ça va me saouler. Si juste le truc est un prétexte pour faire une romance comme ça, ça n'a pas d'intérêt. J'ai pas envie de lire une romance Enemies to Lovers classique, je m'en fous. Donc si c'est ça, ouais, c'est clair que ça va me saouler. Donc voilà, on n'est pas à l'abri que je l'abandonne. Sinon, je lis aussi dans le même délire de romance, mais là c'est un truc plus féministe. Je lis Cucu de Camille Emmanuel. Voilà, j'ai enfin ressorti ma liseuse. Et donc, je suis au tiers du livre, là. Bon, il n'est pas très très long, mais... et... Ah ouais, bon, voilà. Et c'est très bien. Alors, ce qui me gêne, c'est l'écriture qui est un peu... qui fait trop chiclite, en fait. Ça me perturbe un petit peu. J'ai vraiment l'impression de lire une chiclite. Vous savez, c'est... roman un peu à la Bridget Jones, là, où on suit une célibataire... qui est censée... merci pour le suivi, Marie. Qui est censée être un peu nous, quoi, hein, finalement, une meuf lambda, voilà. Qui cherche l'amour ou pas, d'ailleurs. Enfin, bon, bref. J'avais l'impression de lire un peu ce genre de littérature, mais après, voilà, Camille Emmanuel, c'est une militante féministe. Donc, globalement... Par contre, il y a un passage qui m'a fait énormément rire, puisque l'histoire, c'est que en fait, c'est une écrivaine. Alors, elle est prof, mais elle fait écrivaine à ses heures perdues sous un pseudonyme parce qu'elle veut pas qu'on sache que en fait, elle écrit de la new romance, parce que c'est une meuf ultra féministe. Elle a un book club dans le lycée où elle travaille. Alors, c'est marrant parce qu'elle travaille dans le privé en plus, et c'est un lycée un peu catho. Et du coup, elle a un book club où elle fait croire que c'est un truc féminin.
sauf qu'en fait c'est féministe, et donc elle fait lire à ses élèves des trucs ultra féministes, c'est assez drôle. Et en fait, voilà, elle a réussi à se faire embaucher en tant qu'écrivaine, mais du coup, elle travaille pour une maison d'édition qui publie que des new romances. Vraiment le truc pas du tout féministe, et donc elle est un peu au bout de sa vie, donc elle écrit des trucs de merde, un peu comme dans la série Pluribus, là, si les gens l'ont vu. Elle écrit des trucs qu'elle trouve nuls à chier, mais comme ça se vend, voilà. Et en fait, jusqu'à ce qu'un jour son éditrice lui demande carrément de faire de la dark romance, voilà, parce que c'est le nouveau truc à la mode. Et donc elle lui dit oui, vous faites la même chose, mais sauf que votre héros il doit être violent, il doit violer l'héroïne et tout. Et là elle se dit ah ouais, alors non, ça c'est un grand non. Et du coup en fait elle a décidé de buter son. En fait elle avait commencé à écrire une romance. Et quand son éditrice elle a dit vous me transformez ça en dark romance, elle décide de buter son personnage. Et le passage est extrêmement drôle. Et il faudrait que je pense à vous le lire la prochaine fois quand je ferai mon bilan lecture dessus. Et voilà, et sauf que le plot twist du truc, c'est que en fait le lendemain, en fait il y a eu un bug dans son ordinateur parce qu'elle a renversé une boisson dessus. Et le lendemain, elle découvre que son personnage a pris vie en fait. Le personnage qu'elle a tué a pris vie. Et sauf que du coup il est dans un monde qu'il ne connaît pas, parce que dans son monde imaginaire imaginé par l'héroïne, par l'écrivaine, c'est un milliardaire qui est à la tête d'un groupe de médias, tout ça, un groupe de médias qui n'existe pas dans le monde réel, il a pas de thune dans le monde réel, et du coup il se retrouve à squatter chez elle. Bon voilà, donc après je sais pas, alors moi, j'ai un peu peur, j'ai pas envie que ça parte juste en romance comme ça à la con. J'espère que comme elle est féministe, elle va vraiment, vraiment faire un truc féministe avec une morale féministe. Je compte là-dessus, c'est quand même, voilà, sinon ça serait con. Donc voilà, je compte vraiment là-dessus. Donc je ne sais pas où on va aller, j'en suis là pour l'instant. Voilà, je suis au tiers du livre, globalement, voilà. Donc mais bon, voilà, il y a des passages quand même assez drôles. Et le troisième que je suis en train de lire, c'est... putain, je fais limite un bilan de lecture sur des livres que j'ai à peine commencé, mais c'est pas grave. C'est Nos femmes sous la mer, de Julia Armfield, qui est un roman là, de chez La Croisée. J'avais lu le précédent, qui est en fait le suivant de l'autrice, puisque Nos femmes sous la mer, c'est son premier roman. J'avais lu Cérémonie d'orage, que j'avais plutôt bien aimé. Et là voilà, celui-là, ouais, il est très très bien. Alors comme dans Cérémonie d'orage, c'est vrai que il y a des moments où je peine un petit peu, c'est longué, il y a des moments un peu longués, mais j'aime quand même bien l'écriture, et je préfère cette histoire à celle de Cérémonie d'orage pour le coup. Donc voilà. Ah, t'as fait ta chronique, alors t'as aimé Elsa ou pas? Putain, j'ai pas vu, je vais aller voir, mais si tu peux dire en 2 mots si t'as aimé déjà, ce serait bien. Voilà. Mais moi, j'en suis à la moitié, moi. J'en suis à la moitié du livre, voilà. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Ah, bah voilà. Ok. Bon, bah voilà. Mais ouais, pour l'instant, j'aime beaucoup. Moi, en tout cas, voilà. Il y a juste des passages que je trouve un petit peu longués. Mais sinon, j'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup la relation entre les deux personnages. Parce que c'est un couple de femmes dont l'une est partie pendant 6 mois dans une mission en sous-marin, et quand elle revient, en fait, elle a changé. Alors on est un peu à la frontière avec le fantastique, on a un peu presque réalisme magique, je sais pas trop, mais voilà, elle a vraiment des comportements très très chelous, elle a des choses très cheloues qui se passent, voilà, j'en dis pas plus, je rentre pas dans les détails, et du coup sa femme se demande ce qui s'est passé. Voilà. Ouais, c'est ça, un peu de fantastique quand même. Hein. Ouais. Cérémonie d'orage, pour le coup, bon, là j'en suis qu'à la moitié, mais j'en suis qu'à la moitié de Nos femmes sous la mer, mais pour l'instant je le préfère à Cérémonie d'orage. Cérémonie d'orage, j'ai vraiment l'impression qu'il faut attendre la fin pour qu'il se passe quelque chose, en fait. C'est vraiment cette impression-là que j'ai eue de Cérémonie d'orage, c'était particulier, quoi, là-dessus. Et la fin est géniale, hein, pour le coup, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est très très long. Hein.
Bref, bon voilà, en tout cas, bon allez, je vais m'arrêter là pour ce bilan lecture qui a quand même duré 1h30. Bon, il faut dire que j'ai traîné un peu. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Bah, du coup, mes 3 livres en cours, vous aurez la chronique dans mon prochain bilan lecture. Alors, peut-être qu'il y en aura un, ce sera dans les abandons, je ne sais pas. mais voilà, en espérant que ça prenne pas autant de temps entre les 2 bilans lecture que la dernière fois. Hein. Et la prochaine vidéo, ce sera, là, ce sera le fameux iceberg que je vous avais promis hein, sur les romances. Il faut que je travaille ça, mais j'aimerais vraiment vous faire ça. Parce que je pense que ça va être intéressant. Et voilà, donc on se fera ça jeudi. Et du coup, vous l'aurez vendredi. Maintenant que je suis en télétravail le vendredi, c'est plus pratique pour poster les vidéos. Voilà, sur ce, et puis dimanche prochain, ce sera les sorties déjà. Hein. Ouais. Oui, du coup, on a un 1er mars, comme on a eu un 1er février, forcément, avec un mois qui fait 28 jours. Mais je pense que là, cette fois, je vais les faire à temps. Et le 1er mars, on fera le tag du mois. Je pense que je vais faire ça. Après, il y a 5 dimanches quand même au mois de mars. Hein. Il va falloir que je trouve des occupations. Hein. Bon, on verra. En attendant, on fait comme ça. Et puis, on verra pour dimanche prochain. Allez, bisous YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et donc, à bientôt. Bien.